Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, entre le classiqueur allemand et le derby madrilène, il a pris le temps de parler avec nous du vrai football, notre bonne vieille Ligue 2. Florian revient de congé ce soir. Salut Florian. Bonsoir à tous. Sera-t-il capable d'être optimiste une semaine et réaliste la suivante sans aucune once de mauvaise foi entre les deux? Nous allons voir avec lui. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut à tous, bonsoir. Quand on lui dit que le football c'est pas Football Manager, il répond oui, j'en sais quelque chose. Clément fera sa première dans Les Activistes ce soir. Salut Clément. Salut, merci pour l'invite. Au sommaire de ce numéro des Activistes ce soir, le GF38 nous met la Isère, débrief de Hack Grenoble. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. Fin de cycle, remontée en selle, imaginons l'an prochain. Et enfin féminine, Fleury glace le hack. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes numéro 24, c'est parti. Le premier objectif c'est ça, de prendre les points nécessaires. Moi j'ai envie après qu'on ait l'ambition de se situer dans la première partie de tableau. Même s'il faut pas se mettre la chauffe plus que ça. Puis on sent qu'il y a une forme d'impuissance. On a l'occasion, on marque encore pas. Continue à avoir un jeu de passe intéressant. Ouais, on aurait dû gagner ou au moins pas perdre à Pau. Admettez qu'on a quand même quelques occasions. Après, on est tombé comme pour moi à l'aller, une équipe qui est au-dessus de nous. Ils se donnent énormément les joueurs. C'est sûr que marquer en premier, ça peut changer beaucoup de choses. J'échange parfois avec les gens sont pas idiots. Et les gens sont capables d'analyser au-delà de certains articles. C'est Jam ou qui? L'objectif n'est pas de faire les playoffs, c'est pas de finir 5e, 4e ou 3e, il faut finir premier ou deuxième. Le GF38 nous a mis la Isère. Petit jeu de mots méchant, mais pas totalement dénué de fondement, tant on a senti la classe d'écart qu'il y avait entre les Grenoblois et les Havrais mardi dernier. Messieurs, on va commencer gentiment. On reprend la composition de l'équipe qui en fait n'a pas beaucoup changé vis-à-vis de la défaite à Pau. Un seul changement de joueur, Mahmoud qui remplace Woyo Koulibaly qui était absent pour raison familiale. Jean-Pascal Fontaine redescend au poste d'arrière droit qu'il occupait un petit peu ces derniers matchs au gré des changements opérés par Paul Le Guen. Florian, on va commencer avec toi pour parler de la première mi-temps. Un Grenoble plutôt intéressant et du côté du Havre, malheureusement, on retrouve un Jamal Thiaré dans ses œuvres, c'est-à-dire seul face au but, ça marque pas et derrière, on se fait punir. Bah ouais, déjà pour revenir un petit peu sur la compo, on bricole. On a l'absence d'un arrière droit et on n'en a pas en remplacement. Donc on met Fontaine vraiment pour dépanner. Donc déjà à ce vu-là, j'étais un petit peu étonné, même si on m'a dit qu'il était pas si mauvais à ce poste-là pour dépanner en cours de match. Après pour revenir sur la première mi-temps, comme d'habitude, c'est pas très emballant pour nous. Quand on regarde Grenoble jouer, c'est plaisant par contre. Et moi le fait de jeu de la première mi-temps, c'est le raté de Jamal et le but de Grenoble juste derrière. Et le parallèle il est énorme et magnifique à la fois, magnifique pour Grenoble et terrible pour nous. C'est que nous, l'action c'est un long ballon derrière la défense, un peu pas en catastrophe, c'est prévu et Jamal qui est seul face au but et qui rate. Juste derrière Grenoble, c'est une action construite en une touche de balle avec 4-5 joueurs et le joueur il arrive entre deux Havrais à glisser le ballon et à rentrer, même si c'est légèrement dévié, de la réussite. Donc il y a tout est différent, il y a une différence de talent dans l'effectif, un peu de réussite, aussi de la confiance. Enfin voilà, c'est 2-3 minutes entre l'action de Jamal et le but de Grenoble résume parfaitement la différence entre une équipe qui joue la montée et nous en ce moment. Romain, pour toi, est-ce qu'on a vu aussi une équipe qui joue la deuxième partie de tableau pour essayer de se maintenir tranquillement et une équipe qui a d'autres prétentions? Ouais, si on revient un peu sur la compo par rapport à la faiblesse des mercatos qu'on fait sur les deux derniers mercatos, on savait qu'on s'exposait à ce genre de situation avec un joueur absent et du coup obligé de bricoler. Alors qui est mieux placé que notre totem d'immunité pour prendre la place arrière droit? Peut-être qu'au prochain match on le verra dans les buts, on ne sait pas, on verra bien.
Et après, sur la mi-temps, il y a encore un loupé de Thierry. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on se répète toutes les semaines ici. Encore un loupé de Thierry. Une action de Boutaïb avec un beau lob, mais il est hors jeu au départ de l'action. Et puis, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Florian. L'action de Grenoble met en évidence la différence de niveau entre les deux équipes et nos faiblesses. Et voilà, au final, le but grenoblois, il est logique. Et par rapport à ce qu'ils ont montré comme qualité sur le terrain, on peut dire qu'ils étaient bien au-dessus de nous. Clément, est-ce que tu rejoins Romain et Florian là-dessus? Une équipe qui était bien supérieure à nous et ça s'est juste concrétisé par des actions de jeu et le but qui va bien. Oui, bah c'est sûr. Après, faut aussi rappeler Grenoble, ils avaient quand même 4 joueurs absents, dont le mec nous avait mis la misère à l'aller, Ravé, là, qui était pas là. Et bah voilà, c'est comme disait Romain, il y a une équipe qui joue la montée, une équipe qui joue plus ou moins le maintien. Après, voilà, je trouve ça un peu triste parce que Grenoble, bon, on va nous dire ouais, Grenoble, ils ont bien bossé, mais pourquoi ils ont bien bossé? C'est parce qu'à mon avis, ils ont un staff solide, ils ont fait un recrutement intelligent, alors que nous, voilà, bon, on connaît la situation et puis voilà. Du coup, sur un match, bah, on voit la différence. Et heureusement, comme tu le rappelais, qu'ils avaient une demi-équipe à l'infirmerie, ça aurait peut-être été encore plus éclatant au niveau du rendu si tout l'effectif de Grenoble avait été là. Nous, pour info, on était au complet. Deuxième mi-temps, une petite, sûrement secoué dans les vestiaires par Paul Le Guen, même s'il se rendait bien compte de la différence entre les deux. Le Hack est bien rentré, mais ensuite, au bout d'un quart d'heure qui a été plus intéressant que ce qu'on avait eu, le rythme est redescendu. Anthony Belmont punit Mathieu Gorgelin d'une maître frappe, vraiment une superbe frappe qui donne le 2-0 et ensuite le GF38 gère tranquillement sa fin de partie et aurait même pu aggraver le score à mesure que nous on se rendait bien compte qu'il n'y aurait pas grand chose à faire dans cette partie. Florian, deuxième mi-temps du Hack, on continue et on se prend un deuxième but gentiment pour vraiment nous mettre définitivement à notre place. Bah ouais, pourtant on avait fait un bon petit retour, un peu plus de tirs, de possession, mais tout en étant stérile. Il y a peut-être la frappe de Gibaud qui est bien sortie par le gardien. Alors j'ai à peu près le même parallèle que la première mi-temps, mais celui-là il est un peu plus tiré par les cheveux. Voilà, la frappe de Gibaud à ras de terre qui est bien placée, hein, mais le gardien la sort. Et nous on se prend une praline sortie d'ailleurs qui est magnifique. En pleine lucarne, ouais, à peu près, pas loin. Donc ouais, c'est... Je vais pas dire que de toute façon on ne méritait pas de gagner, je suis même pas sûr qu'on méritait de prendre un point. Donc en soi c'est logique, Grenoble est largement supérieur. C'est une équipe qui pour moi finira dans le top 5, voire même si le calendrier et ils sont évités par les blessures et le Covid pourrait même viser le top 2 directement, même si il y a deux équipes devant qui se détachent. Après les changements, sortie de Bonnet de base pour Cornarté Mbemba, sortie de Marmout pour Basile, c'est un cadeau pour Romain ça. Ouais non, les joueurs n'ont pas apporté. Ceux qui étaient sur le terrain c'était pas exceptionnel, ceux qui sont rentrés n'ont pas vraiment apporté. Ce qu'on retiendra, c'est un jaune de Boutaïb, qui sera pas là au prochain match. Un jaune de Légal qui était un petit peu énervé sur la fin de match. Ça conclut un troisième match sans victoire, dont 2 défaites, 2-0. Et puis surtout la stat qui fait mal, c'est que le Hack n'a pas marqué dans le jeu depuis le 6 février contre Paris. Donc ça fait 4 matchs et que en plus ce but c'était un but de l'épaule. Donc voilà. Là, le prochain match à Caen, quand ils sont pareils, ils sont pas sur une dynamique de fou, mais ça présage rien de bon. Ah, ça promet. Remarque, on disait toujours que le Hack était incapable de faire des séries. On est capable d'en faire, mais à notre manière. Clément, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième période? L'impuissance du Hack à jouer face à une équipe plus forte. Le fait qu'il faut accepter que Grenoble nous est supérieur, et tous supporters du Hack que nous sommes. Ou le sentiment que si le premier des gros matchs, on est comme ça va être très long jusqu'à la fin de la saison. Supérieurs, ça ils le sont, mais après c'est sur cette saison, est-ce que la saison prochaine ils sont toujours supérieurs, on verra. Mais après Grenoble, franchement, ça joue bien. Toutes les équipes ne jouent pas comme ça, même si ce qui nous reste à jouer, il y a quand même du lourd.
J'ose espérer quand même qu'on réussira à prendre quelques petits points, 3-4 points qui nous manquent là sur des matchs de Rapia, des 1-0, des penalties, des trucs comme ça, comme on sait faire. Après, pour revenir à Grenoble, ouais, je pense qu'ils sont pas loin du top 3. Après, peut-être qu'il manque très légèrement de qualité à quelques postes, là, notamment en attaque, où c'est un petit peu light, mais franchement, ils ont vraiment une belle équipe. Et puis, je crois que c'est une des plus belles équipes qu'on ait vues finalement cette saison. Hein. Et à part Ravet, il n'y a pas de nom ronflant. Comme quoi, vraiment, je reviens à thème au niveau du recrutement. Faut pas forcément aligner le flous pour avoir de l'argent. Un bon réseau, en général, ça suffit. Le bon réseau, ça suffit, effectivement. Il faudra peut-être qu'ils nous donnent d'ailleurs des tuyaux à ce sujet-là, ne serait-ce que pour recruter un attaquant, on va dire acceptable en plus et dans les temps. Romain, on va conclure avec toi ce match. C'était qu'est-ce que tu rajouterais, toi, au propos de Florian et de Clément? Bah, j'ai pas grand chose à rajouter à l'analyse qu'a fait Florian sur la deuxième mi-temps. Hein. Effectivement, 20 bonnes minutes, une belle frappe de Gibaud, et puis après, bon, à noter quand même qu'ils ont quand même essayé de revenir. Hein. Ils sont revenus avec une autre envie quand même sur le terrain, mais après, c'est la différence de qualité de l'effectif qui a fait l'écart, quoi. On a pu maintenir l'espoir 15-20 minutes. Puis après, on s'est pris des vagues rouges, un peu comme à l'aller d'ailleurs. Hein. Et bon, à partir de la 60e minute, et puis la superbe frappe, comme tu l'as dit, d'Anthony Belmont à 68e, et puis le sort a été scellé. Moi, ce qui me gêne un peu, alors, l'aveu d'impuissance, on peut se la faire chez les supporters, et on peut se dire qu'ils étaient plus forts que nous. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on commence le match avec cet aveu d'impuissance acquis dans les têtes des joueurs. Donc on sort d'une défaite à Pau, je pense qu'ils n'ont pas encore digéré, on sent qu'il y a de la tension, voilà, on sent que les joueurs sont pas bien, et presque déjà ils savent qu'ils sont moins forts. Alors ça me gêne un peu, parce que ils sont pas dans leur rôle, quoi. Il reste 10 matchs, je les ai devant les yeux, et sur ces 10 matchs, moi j'en ai coché 3, où à ce moment-là on peut se dire que l'équipe sera plus faible que nous. Donc ça fait 3 matchs sur 10, et il y en a 7 où, si on regarde typiquement le classement, hein, j'ai pris que le classement, on peut se dire que l'équipe est plus forte que nous. Alors on fait quoi? À chaque fois qu'on va rencontrer une équipe qui est soi-disant plus forte que nous, on commence les matchs comme ça, en se disant ils sont plus forts, ça va pas aller. Non, je pense qu'il faut se remettre la tête à l'endroit, et puis jouer les 10 matchs à fond, quoi. On a 30 points possibles à prendre. On sait très bien qu'on les prendra pas, mais il nous en faut 8, voire minimum 6, pour avoir 40 points, parce que d'après notre ami de Hackstat, à 40 points, ça peut passer. Là, il va falloir être à fond, quoi, et pas viser les matchs où, soi-disant, l'adversaire il est moins fort. Parler justement du sentiment d'impuissance, et surtout ce sentiment d'impuissance, il a été confirmé en conférence de presse et par Paul Le Guen et par Mathieu Gorgelin. On les a sentis, mais abattus, mais vraiment, il y avait vraiment rien à faire. On était ils ont presque fait je sais pas, vous, le sentiment que vous avez eu quand vous ça, vous dit, oula, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, on est relégué, parce que ça faisait vraiment une ambiance de fin de règne qui était un peu gênante. Est-ce qu'un de vous trois veut rebondir là-dessus? Parce que moi, personnellement, je me suis dit, ah ouais, s'il y a 10 matchs de la fin, c'est comme ça va envoyer du rêve jusqu'à la 38e journée. Ouais, il y a un twitto, je sais plus qui avait relevé que Paul Le Guen a cité le mot impuissance 4 ou 5 fois dans la conférence. C'est vrai que c'est assez préoccupant quand même. Après, bon, on peut dire qu'il est réaliste. Mais bon, c'est sûr que là, à un moment, si tu parles d'impuissance à chaque match, tu finis en national. Hein, donc, il va falloir relever la tête. Et bon, voilà. Il va falloir prendre des points quand il faudra prendre des points. Je pense que 8 points, ça va être compliqué, mais on peut espérer 5-6 points. Ce serait déjà pas mal. Conférence de presse, j'ai juste le mot impuissance, oui, mais c'est surtout aussi un manque de talent, que ce soit les 11 ou le banc. Le recrutement, il y a qu'un joueur qui apporte à son niveau, c'est en défense, c'est Gibaud. Le reste, c'est pas terrible. Donc, c'est un peu, je dis pas que c'est totalement la faute de Le Guen, mais il a quand même une petite part de responsabilité, parce que c'est vraiment lui qui a voulu les joueurs. Et ils auraient pu recruter au mercato hivernal, mais Le Guen a dit lui-même qu'il n'y avait pas besoin. Les propos font mal a posteriori, c'est sûr. Romain, tu voulais conclure sur ce sujet? Comme l'a dit Clément, relever la tête, ça s'appelle redorer le blason, être fier, et aller chercher les points coûte que coûte sur les prochains matchs. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, il s'agit de sauver le club, de se maintenir. Alors, on n'est pas encore dans la zone rouge, hein, mais bon, voilà, on s'en rapproche, et c'est trop dangereux pour ne pas relever la tête et redorer le blason.
Il y a juste une chose que je voudrais ajouter en fin de chose. Je ne sais pas si vous avez entendu, à la fin du résumé, il y a Hot Stuff qui a été passé dans la sono du stade. Hot Stuff, pour ceux qui ne savent pas, c'est la musique de The Full Monty. Je trouve que c'est un beau parallèle vu qu'on a fini le match à poil et que ça se prépare en plus pour le prochain match avec bouteille suspendue et Thierry très incertain avec une main cassée. Voilà, ouais, il faut peut-être reconvertir les gars en strip-teaser. Peut-être que là, il y aura moyen de faire un peu de blé. Enfin, on verra ce que ça donnera. En tout cas, pour nous, c'est terminé. Chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. Maître Romain, qu'est-ce que vous avez récupéré sur les réseaux à la suite de cette rencontre magnifique? Alors déjà, j'ai retenu pendant le match notre co-meilleur buteur, CSC, qui s'est dit qu'il était temps de chausser ses crampons à un moment donné dans la rencontre. Donc, mais bon, on l'a pas vu, on a failli le voir. On a failli le voir contre nous. On l'a vu, oui, mais on il l'a s'est vu, on a trompé le failli. maillot. Hein. Il s'est trompé le maillot. Donc on lui a dit après d'aller se rasseoir. Hein. Paul Le Guen, il est parti s'échauffer, mais il l'a rappelé après pour aller se rasseoir hein, quand Mayembo a failli marquer contre nous. Sinon, j'ai des réactions d'après-match. Donc Tyranner qui nous demande pourquoi demander des ressentis quand même le staff attend la saison prochaine. Allez bon, il nous fait une petite analyse quand même. Thierry, il pense qu'il sera meilleur à couper la pelouse de Socan que jouer en neuf. Et dans le lot pour être le pire neuf depuis la descente. Il est dans le lot pour être le pire neuf, ouais. Ouais, ça c'est dur. Moi je trouve ça dur. Franchement, des neufs, on en a eu des merdiques, mais pas pas très bons. Hein. Je pense à Basseya là qui me revient et d'autres encore. Mais franchement, Thierry, après oui, il est pas en confiance. Il y a un attaquant pas en confiance. On voit ce que ça donne. Après, franchement, je sais pas si un autre mec aurait provoqué les pénaltys qu'il a provoqués. Sans lui, je pense pas qu'on aurait le même nombre de points. Après, avec un tir en confiance et un mec qui est un peu plus droit devant le but, on aurait peut-être plus de points. Mais sans lui, je sais pas franchement si les pénaltys qu'il a eu, on les aurait eu. Donc de là parler de pire neuf, c'est un peu dur, je trouve. On va dire c'est un neuf courageux, voilà. Il est courageux, c'est un bon gars. On a JC Langlois qui nous dit que le tournant du match, justement, c'est le loupé de Thierry, puisque juste derrière, on encaisse un but, c'est un coup de poignard dans le dos, mais logique, voire symbolique, comme le disait Florian tout à l'heure, quand on n'est pas capable de marquer un but. Un seul but marqué dans le jeu sur nos 4 derniers matchs, tout est dit. Et c'est dur, hein. 4 derniers matchs, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'était un but de l'épaule, quoi. Donc c'est vraiment cette saison pour l'attaque à Brest, c'est dur. Polo LH qui nous demande le ressenti, il n'y en a aucun. Bravo à Grenoble pour sa victoire, rien à dire de plus, on est mauvais. Oui, c'est what else. Hein, on n'avait pas grand-chose à. C'est un peu le même de Dewey, hein, de Malcolm. Hein, je n'attendais rien, mais je suis quand même déçu. C'est un peu ça. Il y a LGS Hack qui note 20 bonnes minutes au retour des vestiaires, un peu comme nous, et c'est tout. Et les encouragements pour Marmoud, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il a quand même fait une bonne rencontre, hein, faut le dire aussi. C'est pas évident de rentrer déjà après la défaite contre Pau, et puis de rentrer comme ça sur des matchs de fin de saison. Et c'est pas évident. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a essayé d'apporter un peu de peps. Je dirais juste quand même, faut qu'il travaille un peu le repli défensif parce qu'en première mi-temps, il y a quand même eu une ou deux situations où il a tardé à revenir, où il n'est pas revenu du tout, qui auraient pu amener des situations pour Grenoble un peu plus dangereuses. Donc un peu d'effort dans le repli défensif également. Mais sinon, oui, pas mauvais du tout. Et puis on a Laurent Mort qui nous rappelle à nos bons souvenirs puisqu'il demande à Joël Tilly, Philippe Prior, Jean-Michel Lesage ou encore Patrick Marté s'ils étaient prêts à rechausser les crampons parce que ça devient urgent. Et après j'ai quelques réactions après les conférences de presse d'après-match. Donc on a Francky Mamouda qui nous dit, en parlant de Le Guen, qu'il est moins déçu que contre Pau, c'est donc une meilleure défaite. On a John Kenzo qui revient sur l'interview de Paul Le Guen aussi d'après-match, où Paul Le Guen a déclaré, et on l'a mis dans le petit single, il faut aider Thierry, et de toute façon en ce moment c'est Thierry ou qui. Et donc John qui demande de faire jouer qui après CSC. Ça peut pas être pire, on verra ce qu'il donne. Remarque, et un trident d'attaque qui CSC penalty, ça aurait de la gueule à PES. Hein. Voilà, et un petit... quelque chose de très sympa qui nous vient de Mathieu Péco. La légende dit que dans le coin les plus sombres du Havre, on n'endort pas les enfants avec des histoires de monstres, de fantômes ou de sorcières, mais en leur donnant une stat. Le hack, c'est 14 matchs à domicile, 10 buts marqués, et jamais plus d'un sur un même match. Ouh, j'ai peur, maman. C'est clair. Ça fait mal. Voilà, et je voulais faire un petit clin d'œil à
à Benoît Donkel, puisqu'il y a Thierry Rabillet qui a tweeté par rapport à Paul Le Guen, qui n'aime pas les articles de Paris-Normandie, qui rendent compte des matchs du Hack-Foot, et qui dit heureusement les matchs de Ligue 2 sont aussi télévisés. Thierry Rabier, qui est directeur de la rédaction de Paris-Normandie. Donc, forcément, c'était une petite pique bien ironique. Et on rappellera, oui, que Paul Le Guen, dans sa conférence de presse d'avant-match, mettait en gros l'accent sur le fait que Benoît ne montrait que le négatif des rencontres et que il y avait un axe biaisé de l'analyse des matchs. Et par contre, Paul Le Guen qui déclare je parle aux gens et je vois avec eux qui sont capables de faire la part des choses. Bien, Paul Le Guen, si vous pouvez nous donner les contacts de ces gens qui ne voient pas les mêmes choses, ça nous intéresse, nous aimerions les inviter dans les activistes. Et si vous-même, Paul Le Guen, vous souhaitez venir dans les activistes, on enregistre le dimanche à 10h. Il n'y a aucun problème si vous avez envie de venir. Merci, chers amis auditeurs. On vous le dit toutes les semaines, vous avez du talent et ça nous fait bien rigoler. Et quand il faut se farcir les matchs du Hack, de temps en temps, ça fait du bien de se marrer parce qu'on sait qu'on est tous dans la même galère. Et en parlant de galère, on espère qu'elle sera finie l'année prochaine. On attaque notre deuxième sujet. C'est parti. Deuxième sujet où on imagine l'an prochain. Fin de cycle et remontée en selle. Partant de l'analyse que la saison actuelle du Hack est complètement ratée, au fait qu'on n'a pas été capable de gérer l'après-saison 2019-2020, qu'est-ce qu'il faut envisager ? On avait déjà prévu un wagon de fin de contrat, y compris le chouchou de Romain, Hervé Basile, qui sera prié d'aller voir ailleurs si la feuille de paye est aussi grosse, va se poser une question. Messieurs, je voudrais voir avec vous qu'on reprenne une composition d'équipe classique du Hack, celle que nous avons ces dernières semaines, qui apparaît comme étant celle qui va servir de base pour ce qu'on va étudier. Sur le 11 de départ du Hack, vous changez combien de joueurs pour l'an prochain ? Car ce qui est certain, c'est que si on garde les mêmes, je nous vois difficilement pouvoir faire mieux qu'une 8e place sur la fin de saison, sur la saison complète. Qui reste ? Qui part ? Messieurs, on va commencer en bas dans la cage. Mathieu Gorgelin, est-ce qu'il reste ? Ou est-ce qu'on donne sa chance à la relève ? Oui, non, mais je pense qu'il reste. Il est à l'image de l'équipe cette année. Il fait pas une excellente saison, mais il nous a prouvé sur la première saison qu'il avait le talent. Donc non, je pense qu'il reste. Florian, pour toi, on reste, on part ? Moi, pareil. Là, c'est vrai que cette saison c'est moins bien que l'année dernière, mais l'année dernière, il faut se rappeler qu'il nous a sauvé quand même pas mal de matchs. Donc ouais, non, pour moi, ça reste. C'est pas vraiment le principal à aller recruter. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, on doit se baser sur un gardien de cette trempe. Par contre, se posera la question de est-ce que son remplaçant va accepter d'être encore remplaçant une année de plus ? Parce on sait déjà que ça avait été difficile de le faire signer et que c'était en gros l'indemnité de départ d'Harold Modoukoudi avait été la signature de Yaya. Et il sera à la fin de la saison, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Donc, se pose quand même cette question-là, parce que s'il repart encore pour une saison pour le banc, je ne sais pas si on pourra encore le faire prolonger à la fin de la saison suivante. Je pense que ce serait intéressant de le voir là maintenant, titulaire, parce que finalement, Fofana, on ne se connaît pas trop son niveau. Hein. On a vu sur 2-3 matchs, et encore, s'il a fait 3 matchs avec les pros, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il connaît vraiment son niveau, quoi. Faudrait l'essayer, quoi, mais bon. Est-ce qu'on peut se le permettre d'essayer le gardien en ce moment ? C'est juste ça. Après, s'il est gardien de foot pro, normalement, il doit assurer le mec. Après, bon, moi, j'essaierai. Voilà. Après, ce Gorgelin, on peut pas dire que c'est ultra décisif. C'est pas comme si on avait Barthez dans les buts. J'essaierai Fofana. Après, c'est mon avis. Donc c'est bon. Messieurs, au niveau de la défense, donc partons de principe de base. Donc une défense à 4 actuellement. Meras, Gibaud, Mayembo. Et on va dire Woyo Koulibaly qui est quand même le titulaire du poste. Sur tous ces joueurs-là, qui vous voulez voir garder et surtout qui vous voyez rester, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va commencer par le poste qui derrière gauche, Mout Meras. Est-ce que vous voulez le voir rester ? Est-ce que vous pensez le voir rester ? Personnellement, je dis oui et non dans l'ordre des questions. Romain.
Oui, je veux le voir rester parce qu'un arrière gauche de cette qualité, on va pas en retrouver demain. Et non, il va partir au mois de juin. Vu les déclarations qu'il fait, il compte aussi sur l'Euro et il a que à la bouche le mot plus grand club, plus grand club, plus grand club. Je pense que le sort est scellé. Je pense que c'est clair. Est-ce que tu penses la même chose, Florian? On fait ça rapidement. Ouais, bah j'aimerais bien qu'il reste. C'est un bon joueur, mais il a une cote en Turquie. Et vu qu'il est international, il y a très peu de chances que ça reste. Ok, donc on avait vu, et Clément, toi tu avais Oui, tu pareil, étais à peu pareil. près sur la même ligne, hein. On était là-dessus. Au niveau de notre défense centrale, donc c'était déjà un sujet au niveau de l'intersaison précédente. Ça va redevenir un sujet parce que Pierre Gibaud, qui au départ n'était pas forcément prévu pour être ici, est en fin de contrat. Donc on verra s'il est renouvelé ou pas pour une année complémentaire. Et il y a Fernand Manienbo qui va sûrement attirer quelques convoitises parce que mis au placard en début de saison, il s'est imposé cette année. On souhaite tous le voir continuer. Je pense que c'est pas la peine de vous poser la question. Par contre, les sirènes de clubs plus huppés pourraient sonner à la porte. Et est-ce qu'on serait en mesure de le conserver comme ça? Ça, c'est une question. Et dans l'équation se pose le cas de Isaac Touré, qui revient enfin en forme après sa grave blessure. Il faudra compter encore à peu près 2 à 3 semaines pour qu'il puisse vraiment être opérationnel pour l'équipe première de manière optimale. Il faudra lui faire une place aussi pour l'an prochain. Donc, est-ce que vous voyez la charnière identique la saison prochaine, ou est-ce qu'on part sur un changement et l'intégration d'Isaac Touré, Florian, avec toi? Moi, Mayembo, j'aimerais bien qu'il reste. Hein, c'est ma surprise de cette saison. Je m'attendais pas qu'il soit. Bon, après, la saison est pas terrible, mais je m'attendais pas qu'il arrive à prendre une place du titulaire. Gibaud, ce que j'aime bien dans son profil, c'est qu'il peut jouer sur le côté ou dans l'axe. Donc, ça serait intéressant, juste de point de vue numérique, même si c'est sur le banc à le garder. À voir aussi, si je me trompe pas, que Ersoy, c'est un prêt. Je peux pas dire de Mais bêtises. Deux oui, ans, je mais crois, non Herzog, c'est 18 mois, donc l'an prochain, ça, il est oui. pas là. Ok, c'est 18 mois. Bon, bah, il va falloir recruter à ce poste. Hein, il y a vraiment pas le choix. Après, j'espère que ouais, Touré, derrière, si ça peut revenir fort et nous faire une Mokoudi ou une Badé, je prends direct. Hein. Ah, on serait tous d'accord. Romain, pour toi. Moi, je pense qu'il faut prolonger Pierre Gibaud. Il a pas été décevant. Il a répondu là où on l'a mis sur le terrain. Mayembo, c'est évident. Et puis, pourquoi il faut prolonger Pierre Gibaud? Parce qu'on peut repartir avec Gibaud, Mayembo au début de saison prochaine et un Isaac Touré qui vient pousser Gibaud sur le banc. Ça peut être très intéressant. D'accord. Et du côté à droite, est-ce qu'on continue de faire confiance à Woyo Koulibaly ou est-ce qu'on lui met de la concurrence un peu plus forte dans les pattes? Woyo, il est en sous contrat jusqu'en 2023. Donc déjà, clairement, il va rester. Cette fin de saison, on en a parlé la semaine dernière, il commence à éclore un peu plus que ce qu'il était. Moi, je pense qu'il faut le laisser au poste. Je vais pas dire exploser, mais il va être bien à ce poste-là l'année prochaine et lui mettre un remplaçant plutôt. Qui pourrait être Pierre Gibaud, si on suit Voilà. ta logique. À droite, je suis pas fan de Gipo à droite. D'accord. En remplaçant, ça peut le faire. Ouais, je pense que ce qu'il lui faudrait, c'est parce que c'est vrai qu'on a vu souvent des joueurs comme ça qui étaient seuls au poste, genre Bonnet, tout ça, et qui se reposaient un peu sur leur laurier, sans concurrence. Moi, plutôt qu'un remplaçant, je recruterais un mec qui est capable de jouer titulaire, quoi, de faire jouer la concurrence. Concurrence saine, mais après, faut l'argent, quoi. Mais bon, je sais pas après quels vont être leurs axes de recrutement, mais si on a un peu d'argent, ouais, recruter au moins un titulaire potentiel, quoi, à droite. Disons que si on doit remplacer à gauche, on recrutera pas à droite. Ça, c'est, à mon avis, c'est quasi sûr. Et à mon avis, on va prolonger Gibaud pour justement avoir un remplaçant, un couteau suisse, quoi. Mais Ouais. comme on va devoir recruter à gauche, comme tu dis, après c'est l'argent, quoi. C'est ça, Ah, faut voir, je sais pas. Oublie pas aussi que ton recrutement à gauche, il est quasiment fait parce que tu as Ben Mohamed qui revient de près à la fin de la saison. Voilà. Si On parle de recrutement là. Ah bah écoute, la question va se poser aussi. Si tu veux le virer aussi, c'est là, mais C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. là. Hein. T'as raison. Il est quand même là, donc sauf à ce que ça se passe bien en Turquie et qu'ils veulent le garder, peut-être, ça peut le faire aussi, mais en attendant, il est quand même là avec un certain coût.
Donc, à savoir si tu le relances, à voir peut-être, il y en a qui disent sans concurrence, les mecs se reposent sur leur laurier. Peut-être que lui, c'est l'effet inverse. Il a besoin d'être en confiance optimale pour être fait. Enfin, là, on fait des plans sur la comète. Attaquons déjà un sujet un peu plus sympathique. Le milieu de terrain. Actuellement, messieurs, vous gardez qui en termes d'axe parce que le recrutement de Mbemba, un four. Ça, c'est une Mais arnaque, bon, ça, ça, franchement. hein, c'est C'est l'arnaque totale, Mbemba. le titulaire. Non, c'est même pas une arnaque, c'était écrit. C'était Ouais, écrit. c'est sûr aussi, oui. C'était C'était écrit. écrit. Le mec, Ah ouais. le gars, il a dû jouer 40 matchs sur les Non, 4 mais- dernières saisons, dont la plupart c'était avec la réserve de Reims. Bah, Ouais, bien sûr. faut pas s'attendre à. Il est pas. Bah, c'est un pari. C'est pas ça. Ouais, mais il y a eu il y a peut-être eu trop de C'est ça. paris. Ouais, À un bien sûr, moment, bien sûr. faut avoir. Toujours, hein, quand tu fais un pari, il faut jouer de l'argent que tu peux perdre. Si tu mets dans des paris, au moment, ouais, tu peux perdre la baraque. Ça a failli coûter cher. Donc, Victor, on le garde, bien évidemment. Je vais pas oser vous poser la question, sauf si quelqu'un veut lever la main, mais je vais pas épiloguer là-dessus. Se pose la question de comment on joue l'an prochain. Est-ce qu'on continue comme ça avec ce 4-4-2 en losange, ce qui impliquerait qu'on fasse re-signer Alex Bonnet pour ce poste-là et qu'on joue spécifiquement comme ça? Est-ce qu'on revient à un 4-4-2 un peu plus à plat avec deux axiaux plus proches de la défense? Parce que de ceci dépendra aussi la suite. Parce que sachant que Romain Basse, normalement, doit retourner au milieu, mais pour le moment, il joue à gauche. Donc, est-ce qu'on essaie de recruter plus de ce côté gauche-là ou est-ce qu'on le maintient à ce poste et on essaie quand même d'en faire autre chose? Je voudrais avoir un avis un peu plus général, Clément, pour toi. Qu'est-ce qu'on fait du milieu? Moi, je garderais Basque et local. Après, moi, j'aimais bien soit le 4-4-2, là, d'il y a un an, avec des ailiers un petit peu resserrés vers le centre. Le 4-4 de Losange est pas mauvais non plus. Après, est-ce que Bonnet va pouvoir tenir 38 matchs à 35 ans? Je pense pas. Donc, Abdelli, j'espère que Abdelli va éclore aussi. On oublie Abdelli, mais en 10. Abdelli Bonnet en 10, et puis Basque local, et puis autour, on recrute, quoi. On prend un bon box-to-box, Fontaine en remplaçant. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver un profil complémentaire à local. Pour jouer au milieu défensif, tu mets Abdelli en 10 ou en 8 ou en 4-3-3. Enfin, après, la tactique, c'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de trouver des bons profils, quoi. Des mecs qui sont complémentaires entre eux. Je pense trouver voilà un box-to-box un petit peu punchy, ce qui nous manque un petit peu d'ailleurs au milieu. Et tu resterais, par contre, tu parles de 4-4-2, c'est-à-dire si tu mets ton box-to-box à côté de Victor, ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de 10, ou alors on joue avec une seule pointe? Non, pas forcément, mais tu sais, t'es pas obligé de garder la même tactique tous les matchs. Hein. Moi, je suis plus partisan de s'adapter à l'adversaire. Donc, ouais, pourquoi pas, tu joues en 4-4-2 quand t'as besoin, quand tu joues contre une grosse équipe comme ça, un peu plus défensif, ou quand tu joues contre New York, tu vas foutre un 10 pour avoir un peu plus de présence devant. Non, après, je pense que, non, mais je pense que c'est vraiment le groupe, le collectif qui prime plus sur la tactique. Pour moi, après, c'est une vision de voir les choses. Donc voilà, mais je prendrais, franchement, j'insiste sur la notion de profil et pas forcément de joueur. Je préfère un mec qui vient de National, qui a un profil bien déterminé, plutôt qu'un mec de Ligue 1 qui, certes, a joué en Ligue 1 il y a 5 ans et qui a inscrit 2 buts. Je préfère des mecs qui en veulent, quoi, tu vois, des mecs qui sont qui ont envie de faire progresser le club, quoi. Pas des mecs qui viennent là en touriste, comme on a pu l'avoir dans le passé, qu'on a encore maintenant, et je pense qu'on aura encore dans le futur, malheureusement. Ou des mecs voilà, qui font leur carrière sur un coup franc marqué au parc et qui continuent à manger là-dessus. Oui, on peut en parler. Ça, voilà. On est d'accord. On parle de ce type de profil-là. Florian, pour toi, au milieu de terrain, est-ce que tu rejoins Clément sur la notion de complémentarité et de profil et le fait justement qu'on continuerait comme ça? Ouais, moi je suis pareil dans cette mentalité c'est plus des profils qu'il faut que des noms. Après, ça dépendra de la composition choisie par l'entraîneur, parce que je sais pas, moi je pense que ça sera Paul Le Guen, mais bon, on sait jamais. Moi je suis fan d'un 4-2-3-1 avec 2 sentinelles et un milieu un peu offensif et à une pointe. Le seul problème de cette compo, c'est les ailiers et on en a pas ou très peu. Alioui jouera, il est pas bon quand ils sont à côté. Bonnet, il a plus les cannes, donc ça va revenir sur un
la compo qu'on voit, quoi, le 4-4-2 losange. Donc là, il faudra recruter devant. Mais sinon, au milieu, moi, j'aime beaucoup Basque. Il faudrait quand même se rappeler qu'au début de saison, c'était voire pour moi le meilleur à vrai. Le Cal, bon, c'est un peu le chouchou et il a toujours répondu présent, même si cette année, à l'image de l'équipe, c'est un peu moins bien. Il faudrait trouver ce troisième joueur qui pourrait accompagner, parce que bon, s'il n'y a pas de recrue, on sait tous, et encore même s'il y a une recrue, on sait tous qui sera le troisième larron à ce niveau-là. Donc non, sur le milieu, oui, peut-être sur. Alors, j'aime pas dire recrue pour mettre sur le banc. Pour moi, une recrue doit forcément titiller, voire être titulaire. Parce que recruter pour être sur le banc, à moins qu'on s'appelle Liverpool ou Paris, ça sert pas à grand chose. Donc non, une recrue qui peut bousculer cette hiérarchie et pourquoi pas piquer la place d'un des trois milieux. Après en 10, je pense que Bonnet et Abdelli peuvent faire le taf. Donc ouais, non, un milieu pas récupérateur, mais dans cette lignée, quoi. D'accord. Romain, est-ce que le problème maintenant, tel qu'on l'a évoqué au niveau du milieu, ça reste quand même les côtés? Parce que on l'a dit, il y a personne. Et ce qui nous manque pas sur les côtés, c'est des joueurs de profil comme on a connu il y a quelques années de Yann Saulois, le mec qu'on connaît pas beaucoup, qui vient d'un club pas réputé, mais une fois qu'il est là, il est très bon à son poste, il est volontaire et il apporte tout de suite à l'équipe. Ouais, ou même plus récemment Zinedine Ferrat, mais Ferrat il a aussi mis une saison à se mettre en route, faut s'en rappeler, il a été très bon, mais il a mis un petit peu de temps aussi à s'adapter, à se mettre en route. Après moi je pense que j'ai dit l'autre jour que je souhaitais que Alexandre Bonnet prolonge. Maintenant, c'est pas parce qu'il prolonge qu'il faut qu'on construise le milieu autour de lui, pas du tout. En fait, je pense qu'il doit être là dans l'équipe plutôt pour le côté mental et parce que c'est le capitaine et par rapport à tout ce qu'il a amené au club. Mais faut pas qu'on construise le milieu autour de lui, quoi. Si on doit voir plutôt à venir, je dirais plutôt Imad, Abdelli, si on restait dans cette composition-là avec un milieu en losange. Mais après une intersaison, c'est aussi le moment de mettre autre chose en place et puis d'essayer de voir quel compo et encore une fois quel profil pourrait correspondre au jeu qu'on souhaite mettre en place l'année prochaine. Donc en fonction de tout ça, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais effectivement, si comme ça je devais dire quelque chose, ce serait plutôt sur les ailes, quoi. Plutôt que ce soit gauche ou droite, c'est plutôt sur les ailes. Parlons du point maintenant qui a fait mal toute la saison, l'attaque, messieurs. On doit retrouver un buteur de qualité. On va pas se le mentir. Est-ce qu'on continue par contre avec les deux autres membres de l'attaque dans l'effectif, donc Jamal et Khalid Boutaïb? Est-ce qu'on intègre Yann Gomez, mais est-ce qu'il pourra avoir le profil d'être l'attaquant qu'on attend? C'est quand même encore jeune. Est-ce qu'on retrouve un joueur qui a un peu plus de pédigré avec tous les risques que ça peut comporter de joueurs trop fort par rapport à la division dans laquelle il est? Clément, je voulais avoir ton avis au niveau de cet attaquant. Quel profil il faudrait? Moi, je pense qu'il manque deux joueurs. Boutaïb, voilà, on l'a dit, mais à mon avis, ça va finir un petit peu à la Franchonne ou à la Dembélé, quoi. C'est un mec, je pense, qui va pas faire non plus de très très grands matchs au Havre. Bon, après, je peux me gourer, mais bon, voilà. En partant de ce postulat, peut-être deux joueurs, un joueur un peu physique. Thierry, faut le garder. Je pense que Thierry accompagné peut faire du bien. On l'a vu avec Kadewere. Ouais, après faut voir parce que bon, franchement, on l'a vu il y a un an, il était pas mauvais non plus, quoi. Il a continué avec Kadewere, c'est aussi lui qui a permis à Kadewere de briller aussi en lui libérant les espaces. Après, est-ce que bien accompagné avec un mec qui prend qui pèse sur les défenses, qui met de bonnes balles, est-ce que ça peut être intéressant en soutien? Et puis un bon finisseur aussi, il faudrait trouver un mec qui arrive à marquer des buts, un peu comme on a eu. Alors c'est un peu, moi j'adorais beaucoup ce joueur-là, c'est Jovial, quoi. Il nous faut un Jovial, un mec comme ça, quoi, qui a le sens du but, c'est ce qui manque un peu dans l'effectif, quoi. En ce moment. Qu'est-ce que je t'aime en reparler de Brice Jovial, un de mes attaquants ah mais préférés. j'adorais ce mec-là, moi. Je l'avoue, et il faudra pas oublier que dans l'effectif de l'an prochain, il faut trouver la place pour Godwin Bentil, qui a fait quelques promesses lors de ses apparitions.
Alors se pose par contre la question de ses blessures. Effectivement, forcément, comme tout joueur, c'est savoir à quel niveau de confiance tu lui donnes et à quel niveau d'importance tu le mets dans l'effectif pour lui donner la place la saison prochaine. Florian, avec toi au niveau du poste d'attaquant, Thierry, il reste ou il reste pas, et en fonction, quelle place d'attaquant il faudrait dans l'équipe? L'attaquant, c'est la question de toute la saison. On a attendu Boutaïb un peu comme un Messi et je savais que les attentes étaient trop grandes comparées au profil. Moi, Thierry, faut le garder. Certes, cette saison, je l'ai toujours dit, je sais pas combien de fois je l'ai dit et je vais le redire, c'est pas un neuf, mais en accompagnant un neuf, c'est exactement comme on l'a dit là. Il est bon avec Kadewere, on disait tout le temps la paire. Alors évidemment, Tino marquait énormément de buts, mais c'était toujours lié à Thierry, parce que Thierry allait chercher les pénaux, Thierry faisait des passes, Thierry le mettait en relais. Enfin, il y avait toujours cette liaison. Il faudrait retrouver un joueur qui peut avoir cette liaison. Donc un profil à la Kadewere, voire à la Mateta, c'est-à-dire un gars qui pèse sur la défense, qui quand on en met un long ballon, et Thierry peut le faire aussi, peut le garder, et parce que moi j'ai des souvenirs d'attaque où Thierry et Kadewere ils partaient à 2 contre une défense à 4 à 5. Donc c'était quand même très impressionnant sur ce niveau-là, donc faut quand même garder l'esprit que Thierry c'est possible. Je ne pense pas que Boutaïb peut avoir ce rôle. Est-ce que Bentil peut avoir ce rôle? Je sais pas. Pareil, il faudra voir les blessures, donc il faudra un très bon attaquant. Le problème étant que avec tout ce qui est, là on va revenir, tout ce qui est Covid et finances, est-ce que c'est possible d'avoir un bon attaquant? Parce que moi, l'image que je retiens de cette saison, c'est qu'on n'a pas dépensé 1 euro en indemnité de transfert, j'entends bien, et ça nous a payé cher. Alors est-ce que notre président va se réveiller et dire bon, on va investir, ou est-ce qu'il va garder cette ligne de conduite? C'est surtout là où il faudra que ça mène, parce qu'on a énormément besoin à tous les postes, presque toutes les lignes plutôt, mais il faut se donner les moyens, parce que là, je vais revenir sur les promesses. On nous dit qu'on monte, mais faut mettre les moyens sur les paroles. Et là, il va falloir, si Volpe veut vraiment monter, il va falloir mettre un vrai attaquant. Ou qu'il assume clairement qu'on ne vise pas forcément la montée tout de suite la saison prochaine, mais dans ce cas-là, qu'on le dise. C'est ce qui a été un peu le péché cette année, de pas dire qu'on était en année de transition. C'est notre avis à l'instant T pour la saison prochaine. On analysera bien évidemment ça d'ici la fin de la saison dans les activistes. Et nous en avons terminé avec les hommes. Il est temps maintenant de passer à la section féminine. C'est parti. Fleury a glacé le hack. Nos féminines ont malheureusement fait un peu mieux que la semaine précédente, mais ce n'était pas brillant. Défaite 1-0 des Hackwomen à Bondoufle face à Fleury. Elles auront tenu malheureusement un seul quart d'heure face à une belle équipe de Fleury. Ça commence à sentir très mauvais quand même pour l'équipe au niveau sportif. Et on est en train de se dire que le salut ne viendra peut-être que de la fin de la saison en D2 féminine, qui s'annonce maintenant de manière quasiment définitive et qui amènerait peut-être à une saison blanche et donc à une non-montée et une non-relégation donc pour l'AD1 Arkema. Messieurs, on le dit toutes les semaines, mais malheureusement ça continue. Encore une défaite pour les filles, et malheureusement on est en train de se dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir juste ne serait-ce que grappiller que 2 ou 3 points de plus d'ici la fin de la saison, ce qui de toute façon serait sportivement trop faible. Romain, on était avec toi, on continue. Alors, mais à culpa, alors je disais la semaine dernière que j'avais encore de l'espoir, mais j'avais ce match justement contre Fleury dans un coin de ma tête, ce match en retard, qui aurait pu permettre de revenir un petit peu au classement, sans pour autant... Et là, tu l'as pris dans la tête. Voilà, exactement. Donc, mais à culpa, non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir parce que bon, c'était ce match-là éventuellement qui pouvait faire un déclic, mais il est perdu aussi malheureusement. Donc non, on l'avait dit, on l'avait répété. Fin février, on connaissait normalement le sort de cette équipe féminine. Maintenant, j'estime que le sort est connu. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu d'argent aussi l'année prochaine de ce côté-là. Si on reste en D1 Arkema, au cas où il n'y aurait pas de relégation, là, comme tu viens de le dire, il y a des gros changements aussi à apporter à cette équipe, puisque on peut juste faire le bilan qu'elle n'a pas été du tout au niveau cette année. Clément, pour toi,
Quel est le rendu aussi de la saison des Aquaman? C'est vrai, c'est comme Romain l'a dit, je pense que voilà, c'est foutu là. Le calendrier, c'est plus que foutu. Après, ce qui est assez ironique, c'est qu'elles sont montées grâce ou à cause du Covid, et elles risquent de se maintenir grâce ou à cause du Covid. C'est quand même, voilà. Parfois, on dit que la chance, ça se provoque. Les mecs ont pas vraiment eu de chance de leur côté. On va dire que les filles en ont un peu plus. Après, sportivement, c'est pas mérité. Mais bon, voilà, il faut jouer avec ses cartes. Peut-être que c'était prévu depuis le début de la saison, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien joué à elle. Même si sur le terrain, malheureusement, c'est un peu compliqué. C'est bien, c'est bien quand il y a des petits taquets comme ça dans l'émission, on aime bien aussi. Allez Florian, à toi le mot de la fin concernant nos féminines. Ah, je vais pas aller loin, hein. C'est foutu. Si le championnat s'arrête pour Covid, tant mieux. Bon, on risque de se refaire taper sur les doigts. Déjà que c'était un peu le cas l'année dernière avec certaines équipes. Je citerai pas le nom, mais ils s'habillent en vert. Donc c'est les meilleurs. Ouais, voilà. Ouais, ils ont une étoile, mais pas la vraie, comme on dit. Ouais, non, ça c'est un petit taquet. Non, j'espère pour le Havre, ça va se maintenir, parce même si la saison n'a pas été bonne, on espère que l'objectif sera toujours d'être en première division. Voilà, recruter, refaire le staff, et surtout, et ça c'est pareil que pour les garçons, hein, c'est le même constat, la communication, quoi. J'ai l'impression de voir l'OM, Champions Project, et au final, c'est une catastrophe. Donc s'il vous plaît, Monsieur Volpe, les dirigeants, le staff, faites un petit cours de communication. J'ai fait l'université du Havre, il y a de la communication. Allez voir mes profs, je vous donnerai les adresses. Faites de la com, si vous. C'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut être en adéquation. Il faut pas viser trop vite. Voilà, c'est surtout ça. Un petit maintien à la 9e place l'an prochain, on prendrait, ce serait déjà très bien pour conclure. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Romain, tu avais une annonce également à nous faire dans les conclusions. Je voulais apporter notre soutien à un supporter lensois qui s'appelle Johnny Fudal, qui est ami des activistes et qui, après Star des années 2050, sort son deuxième roman fiction sur le football. Donc son nouveau livre se nomme Radosk et raconte l'aventure de Lucas, un trentenaire et amoureux du foot, qui découvre le football amateur et ses valeurs. Donc on vous mettra le lien pour commander son livre si ça vous tente, en version papier ou en version numérique, avec notre Twitter ActuFR. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller le soutenir et à commander son livre. C'est une aventure sympa et n'hésitez pas, le premier livre était déjà très bien, Star des années 2050, donc n'hésitez pas. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, Allez le hack et allez le Havre. Merci.